Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire sur le thème digitaliser les opérations de maintenance et d'inspection dans l'industrie. J'espère que vous nous entendez bien. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous le dire. Donc, je suis Catherine Marquez. Je m'occupe du marketing et de la communication chez Inflexis et je vais laisser les autres intervenants de ce meetup se présenter tour à tour. Bonjour, alors moi je suis Marine Jean-Pierre, UX designer chez Inflexis avec Hélène. Et mon rôle c'est de penser, de concevoir l'expérience des solutions numériques qu'on développe chez Inflexis, mais aussi d'animer des ateliers de cadrage qu'on présentera un petit peu plus par la suite. Donc moi c'est Hélène Achou, donc comme vient de dire Marine, je suis UX designer chez Inflexis, donc en charge de l'expérience utilisateur des applications qu'on développe et tout le maquettage, prototypage et reflet des besoins utilisateurs dans les applications. Très bien, bonjour à tous. Julien Lahaye, business developer au sein d'Inflexis depuis un peu plus de 4 ans. Donc, j'interviens sur tous les projets dans différents secteurs, déceler de nouveaux projets innovants et pouvoir travailler avec vous sur la définition de ce projet et sa concrétisation. Bonjour, Vincent Geffrin. Je m'occupe du business développement de l'application Evolis, notamment dont on va vous parler aujourd'hui. Et je fais aussi du contrôle qualité sur cette application. Merci. Alors, si vous voulez vous présenter aussi dans le chat, nous dire qui vous êtes, d'où vous nous rejoignez, si vous n'êtes pas à Bordeaux, et puis ce que vous venez chercher dans ce webinaire, n'hésitez pas à le faire, c'est pas une obligation. Donc, on est ensemble pour une petite heure. Voici le sommaire de ce que nous avons envie de partager avec vous aujourd'hui. On va parler très rapidement de la transformation digitale de l'industrie, un peu un état des lieux. On va essayer de voir comment on peut s'y prendre au travers de cas d'usage concrets dans le domaine de l'industrie. Et on finira sur les ateliers de cadrage, en effet, qui ont une importance particulière en lien avec ce sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat au fil de l'eau ou bien attendre la fin si vous préférez. Alors, quelques mots de présentation déjà sur Inflexis, si vous ne nous connaissez pas encore. Inflexis est une entreprise de services du numérique donc, qui a été créée en 2011, qui est spécialisée dans la conception d'applications mobiles professionnelles sur mesure et d'interfaces pour des objets connectés. On est basé à Mérignac, donc dans le sud-ouest, en Gironde. On est 55 collaborateurs, essentiellement des développeurs, une grosse partie de l'entreprise. Et on accompagne les entreprises qui sont des PME, des grands comptes, dans leur transformation digitale en concevant pour eux des services mobiles novateurs, sur mesure, donc des applications mobiles professionnelles à destination de leurs employés. Il peut s'agir d'applications mobiles à destination des clients aussi, de nos clients, et des interfaces, comme je disais, pour des objets connectés. Ensuite, on accompagne ces clients dans la mise en œuvre de ces solutions. On leur apporte une assistance technique et on offre aussi des services de tierce maintenance applicative sur ces applications ou alors sur des applications qui ont été développées par d'autres entreprises que la nôtre. C'est des applications existantes. Donc, comme je le disais, 10 ans déjà, nos clients appartiennent à tous les secteurs d'activité, historiquement banque, assurance, mais aussi industrie. Donc, pour en citer quelques-uns, le groupe Pasteur Mutualité, qui est un partenaire très important pour Inflexis, pour lequel on a conçu une application tablette pour contractualiser des contrats d'assurance, donc pour les commerciaux sur le terrain. Fortuneo, pour lequel on a développé l'application mobile de bourse et banque en ligne pour les clients donc de la banque. Arkea notamment, pour lequel on fait beaucoup de choses, mais notamment on a conçu une solution téléassistance à la personne qui s'appuie sur une montre connectée. Et puis dans le secteur de l'industrie, on pourrait citer quelques exemples comme Lafarge Béton, pour lequel on a développé une application tablette à destination des inspecteurs de centrales à béton. Accès Industrie, dont on va parler un petit peu plus pendant ce meet-up,
pour lequel on a développé une application tablette de gestion des interventions de maintenance pour un parc d'engins de levage. Et Simesis, qui est une suite logicielle dont on parlera aussi, de gestion de l'inspection d'infrastructures industrielles. Alors, notre expertise, elle est assez variée, elle s'appuie sur une forte compétence R&D. Ça nous permet d'innover, d'être force de proposition auprès de nos clients pour transformer des idées, de nouveaux usages en réalité produit. Et on s'appuie sur cela, sur une expérience technique profonde en matière de développement mobile, une expérience multisectorielle, donc les nouveaux usages de certains secteurs peuvent aussi s'appliquer peut-être ou donner des idées à d'autres secteurs. Une veille technologique qui est en continu pour justement être force de proposition, comme je disais à l'instant, et une approche agile qui permet de réduire le temps de mise à disposition des solutions auprès de nos clients. On en reparlera aussi, notamment en ce qui concerne le projet Simesis. Et puis une approche centrée sur l'utilisateur qui permet d'aller vraiment à l'essentiel et qui s'accorde aussi avec notre démarche numérique responsable d'éco-conception. On l'évoquera aussi durant ce meet-up. Alors, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc vous n'avez rien manqué, mais n'hésitez pas à vous présenter aussi dans le chat si vous le souhaitez. Et pour que ce meet-up soit le plus interactif possible, je vous invite aussi à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat, si vous le souhaitez. Donc, voilà, cette introduction étant faite, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de la transformation digitale de l'industrie. On le sait, elle a pris un virage déjà depuis quelques années, on va dire. C'est lié à la pression concurrentielle. Les industries sont confrontées notamment à des marchés émergents, à de nouveaux acteurs mondiaux, à des solutions technologiques innovantes. Et aussi, le virage du digital est motivé pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'industries, par l'évolution de la demande. Les consommateurs sont surinformés, ils sont exigeants, ils sont impatients. Et donc, ils sont en attente d'innovation et de services innovants. En plus, la crise de la Covid l'an dernier semble aussi avoir eu un impact sur ce phénomène. Et justement, est-ce qu'on a atteint un régime de croisière ou est-ce que la transformation digitale des industriels se poursuit bon an mal an? C'est une question qu'on s'est posée et je te propose, Julien, de nous dire quelques mots sur ce sujet. Oui, merci Catherine. Comme vous pouvez le voir sur cette présentation, en fait, la transformation digitale, avec la Covid entre autres, mais la transformation digitale des industriels, malgré la situation sanitaire, elle s'est poursuivie. Comme vous pouvez le voir, sur ce baromètre Industrie 4.0, qui a été publié par Boston cette fin d'année dernière, il s'appuie sur une enquête qui a été menée sur le courant de l'été 2020 auprès d'une centaine d'industriels. Et cela sur différents secteurs d'activité. Je pense à la chimie, pharmacie, l'énergie, bien équipement, l'aéronautique ou encore le ferroviaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 86% de ces industriels qui ont été interrogés ont lancé des projets Industrie 4.0 et seulement 12% sont en cours de réflexion et de cadrage également sur ce genre de projet d'initiative. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a au final seulement 2% qui n'ont pas encore lancé l'initiative, qui se posent peut-être des questions, ou qui sont en train de peut-être de réfléchir à se lancer. Donc on constate pour nous, en tout cas à travers cette étude, qu'il y a un haut niveau d'adoption sur l'industrie 4.0. Ça fait quelques années que ça devient un point très important pour les industriels, mais la digitalisation, pour autant, est loin d'être terminée. Les technologies qui sont associées à l'industrie 4.0 vont répondre à un nombre croissant de problématiques métiers, et ça dans différents domaines, que ce soit la production ou la maintenance, en passant par la logistique ou encore la supply chain. En plus de ça, donc la crise sanitaire, elle semble avoir eu un début
semble avoir réduit de manière importante cette résistance à ce qui pouvait représenter jusqu'alors un changement, un frein au changement. Aujourd'hui, il n'y a plus de frein. Il y a vraiment une avancée qui est importante et qui est jugée, on va dire, utile et primordiale pour la suite des événements depuis ce début d'année. Donc, tu nous dis 86% d'industriels qui ont lancé des projets, 12% qui sont en cours de réflexion, ça fait 98% de répondants qui ont avancé sur le chemin du digital. Oui. C'est vraiment énorme, mais est-ce qu'il y a déjà des retours? Est-ce qu'on peut parler de retours déjà? Alors, en fait, je suis intervenu l'année dernière sur un autre événement industriel et en 2020 déjà, on indiquait que 66% d'entre eux disaient donc avoir constaté des résultats, ce qui est une nette augmentation par rapport aux années précédentes encore, comme je le disais, c'est en constante évolution, puisqu'en 2019, ils étaient 55%. Donc, on voit au fur et à mesure des années que même s'ils ont constaté des résultats en 2019, encore plus, en 2018, c'était 25%. Et même si on remonte encore en antériorité, il n'y avait que 5% en 2017. Donc, avec ce même baromètre, on voit bien que les industriels, eux, témoignent d'un délai qui est plus ou moins grand pour obtenir les premiers résultats. C'est quelque chose qui est très important pour eux. Le projet, il s'appuie sur le digital, donc du coup, ils portent leurs fruits forcément. Mais ils mettent aussi en œuvre des transformations profondes dans l'organisation du travail. On parle de digital, mais c'est beaucoup plus que ça. Et ça implique l'ensemble des collaborateurs. Donc, ça explique aussi que ça ne se fait pas forcément en un claquement de doigts aussi rapidement. Mais en tout cas, 74% se fait ici des résultats qui ont été obtenus en moins de 2 ans. Ok. Et selon ces études, quels sont les principaux leviers technologiques qui ont été identifiés, notamment pour la cible métier qui nous intéresse dans ce meet-up, qui sont les collaborateurs intervenant sur le terrain? Alors, par rapport aux collaborateurs et ce qui se passe sur le terrain, de manière générale, et pour que ce soit contraire par rapport aux années précédentes, on voit apparaître en 2020 qu'il y a beaucoup de projets qui vont s'appuyer sur des technos qui sont émergentes. Donc, autour de la donnée, tout ce qui s'approprie l'algorithmie, l'intelligence artificielle ou encore le machine learning. Mais on continue aussi à avoir d'autres projets qui progressent, qui sont plutôt liés à l'automatisation, à tout ce qui est fabrication additive et également tout ce qui est outils de travail en mobilité. Et l'étude montre aussi que les outils de travail qui sont en mobilité demeurent les leviers technologiques numéro 1. Ce qui est vraiment très important, c'était mis en place quel que soit le domaine fonctionnel concerné. Donc, que ce soit la production de la qualité ou la maintenance ou de la logistique. Donc, ça représente donc un interrogé sur 2 qui recense des réalisations concrètes en la matière. Et il n'y a que 35% qui sont sur la mobilité pour relancer ou maintenir la compétitivité. Donc, quand on réfléchit à tout ça, on voit que les gains mentionnés sont de l'ordre de 15 à 20% de productivité avec les solutions de mobilité. Donc, que ce soit pour un approvisionneur ou un suivi des stocks, ou encore un exploitant industriel. Ce que je veux dire, c'est que un mainteneur aussi, entre un autre exemple, pour accéder à la documentation technique, utiliser de support, il y a vraiment des besoins là-dessus. Et c'est là où on voit que ça passe forcément par de la mobilité et que c'est donc ce levier technologique numéro 1. Mais en dehors de ces gains de productivité, on parle aussi de bénéfices de ces solutions qui sont constatées par les industriels. Je veux dire par là qu'il y a une plus grande agilité, une réactivité, ou encore une plus grande autonomie des opérateurs qui a été constatée. On travaille beaucoup sur l'optimisation du temps de travail et l'augmentation de l'attrait aussi du secteur pour attirer les jeunes diplômés. Ok. Du coup, Julien, comment s'y prendre pour engager cette transformation digitale et notamment la mise en place de solutions mobiles? Alors, comment s'y prendre pour engager cette transformation? Eh bien, tout simplement, il y a une dimension technologique qui prend une place qui est toute particulière dans les projets qui sont liés notamment à l'industrie 4.0. Les industriels sont habitués depuis longtemps à mettre en place ce qu'on appelle des POC, Proof of Concept, qui est une phase exploratoire avant un éventuel passage à ce qu'on appelle donc une échelle ou un déploiement plus important, qui est une phase d'industrialisation. Mais il ne faut pas oublier la dimension humaine dans tout ça et tout ce qui peut être lié au frein, au changement, comme on en parlait auparavant, même si actuellement, il y a un fort engouement sur ces éléments. Mais la modification de l'organisation, elle, peut engendrer des freins et ça, c'est important.
de le considérer. Donc, en réalité, il y a 3 approches qui existent et qui sont prisées par les industriels. Mais pas que, hein. Il y a également des startups qui sont à la recherche de financement, mais qui peuvent tester aussi une idée avant de la lancer, avant de se lancer dans un cahier des charges qui est souvent conséquent et complexe. Donc, ce que je veux parler, c'est un des premiers éléments, c'est le POC, comme je l'ai dit, dont je viens de parler, qui est une proof of concept. Mais il y a également d'autres éléments. On peut parler du prototype. On va en revenir ensuite en détail par la suite. Ou encore, une troisième solution, on parle de MPP, ou Minimum Viable Product. Donc, ce qui est encore un autre choix, une autre solution. Donc, il y a 3 approches, globalement, qui permettent d'aller rapidement de l'idée au produit, sans forcément engager un budget trop conséquent et surtout minimiser les risques. Mais chacune est différente, a des spécificités et des objectifs qui lui sont donc différents. Donc, il y a un choix à faire selon son projet. D'accord. Donc, prenons le cas de la conception d'applications mobiles qui nous concerne aujourd'hui, les applications mobiles métiers. Quelles sont les différences entre ces approches et pourquoi choisir l'une plutôt qu'une autre? Alors, dans les 3 solutions qu'on va parler, donc le prototype, le POC et le MVP, je vais commencer par les prendre dans cet ordre-là. Je vais parler donc du prototype. Donc, le prototype, lui, c'est quelque chose qui va servir à sonder rapidement un besoin utilisateur. Et recueillir aussi par les retours leur perception sur un projet de l'application mobile, par exemple, son usage, son objectif, son intérêt, et cela sans engager de développement. Donc, l'objectif, c'est de travailler, de présenter le parcours utilisateur sur une fonctionnalité majeure de l'application. Donc, ça permet aux utilisateurs à ce moment-là de visualiser les enchaînements des différents écrans, de se mettre d'accord sur le parcours, de valider ensemble les éléments, avant d'avancer plus loin ensuite. Il est bien sûr, comme vous pouvez le voir, évolutif, et il permet aussi, malgré tout, de réduire le risque financier. Donc, c'est une des différentes solutions. Au niveau du graphique, du prototype, on peut parler d'une représentation qui est plutôt simple de la manière dont l'appli va fonctionner. Ça peut être une représentation filaire, on parle donc de wireframe, des écrans de l'appli, qui peut être esquissé ou utilisé, esquissé à la main ou par le biais de logiciel. Mais ça peut être aussi un mock-up ou une maquette animée, ou non, au choix, mais qui peut inclure la palette de couleurs, des différents blocs, ou encore des éléments cliquables qui permettent de simuler le fonctionnement de l'appli et son parcours. Donc ça, c'était la première idée. La seconde solution qui peut être envisageable, c'est ce que l'on appelle donc le POC, le Proof of Concept, qui lui permet de tester une fonctionnalité ou un élément technique essentiel du projet, mais de le tester en grandeur nature. Donc, de manière à valider la faisabilité d'un élément technique ou alors de lever un doute par rapport à un usage de l'application. Donc, un exemple, si l'appli, par exemple, est tributaire de différents paramètres qu'on ne maîtrise pas, donc ça peut être des soucis de connectivité, que ce soit du Wi-Fi ou la 4G, des problèmes d'échange de données, s'il y a des objets connectés auxquels il faut remonter la donnée. À ce moment-là, on peut utiliser cette solution du POC qui va permettre de valider ces éléments et d'enlever quelques doutes et de pouvoir ensuite valider cette faisabilité et passer, pourquoi pas, sur un autre point, c'est tout à fait possible, qui est le MVP. D'accord, mais quelle est la différence précise entre prototype et POC? Alors, la différence entre ces deux-là, c'est au niveau de zéro du projet. C'est-à-dire qu'on va mettre en place soit un prototype, plutôt pour valider l'adhésion d'un public qui a été visé par rapport à l'application, avec une première idée de ce que pourrait être l'expérience utilisateur. Tandis que le POC, lui, c'est plus la faisabilité technique d'une fonctionnalité que l'on va valider et vérifier. Donc, ce ne sont pas des produits qui sont exploitables, à la différence d'un MVP, dont on va parler ensuite. Mais si le test terrain se déroule avec succès, on peut poursuivre un prototype ou un POC sur un MVP. D'accord.
Donc, parle-nous du Donc, MVP en maintenant. parlant du MVP maintenant, je respire, hein. En parlant du MVP, le MVP, c'est ce qu'on appelle une version, disons, minimum, une première version 1 d'une application. Son intérêt, c'est de répondre à un besoin essentiel utilisateur, mais en demandant un minimum d'effort de développement. Donc, en termes de budget, c'est un petit peu plus conséquent qu'un POC, ou c'est plus conséquent ou un prototype. Cependant, c'est une version qui est fonctionnelle. Alors que précédemment, lorsque je parlais d'un prototype ou d'un POC, ce n'était pas le cas. On va se concentrer sur les fonctionnalités qui sont jugées non prioritaires, mais développées plus tard si le MVP est validé. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on lance le MVP, on recueille le retour des utilisateurs qui sont testeurs. Si le test est invalidé, donc on clôture l'expérience, mais s'il est validé, surtout, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va itérer au sens agile donc du terme, et qu'on va développer les autres fonctionnalités et les évolutions de l'application. Donc, son objectif principal, c'est de réduire le délai de mise à disposition d'une application afin de cultiver, d'enrichir l'engagement des utilisateurs et en allant progressivement dans le temps dans le projet. Très bien. Alors, toutes ces notions peuvent paraître un peu abstraites, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va essayer d'être concret maintenant en passant à des cas d'usage. Notamment, on a récemment prototypé une application à destination des techniciens de maintenance pour la société Accès Industrie. Donc, c'est un client que suit Julien. Est-ce que tu peux nous présenter un peu quel était le contexte de ce projet ? Alors, pour le contexte d'Accès Industrie, Accès Industrie, déjà, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de location de nacelles, de chariots élévateurs. Donc, on est sur une entreprise industrielle, hein, comme son nom. L'entreprise est située dans le 47, son siège social est à Tonnas, mais il y a un peu plus de 35 d'ailleurs, et une 37 agences, voire une 38e aujourd'hui, qui est en train de prendre place, je crois. Et ça représente un parc de plus de 8100 machines. Donc c'est quelque chose de très conséquent, et de nombreux collaborateurs assurent la maintenance de ces machines au quotidien. Donc au niveau du contexte avec Inflexis, ils nous ont contactés tout simplement parce qu'ils souhaitaient mettre à disposition de leurs techniciens de maintenance un outil qui soit performant, qui puisse faciliter la création de rapports d'intervention, qui soit simple à utiliser, fluide et adapté à leurs conditions de travail. Cet outil il devait permettre également d'optimiser les temps d'intervention et garantir la qualité des informations qui étaient saisies. Et donc là, ce qui était important, c'est de faciliter l'adhésion des utilisateurs, hein, principalement, donc les techniciens de maintenance, et leur appropriation de la future application, étant donné que chacun n'a pas le même niveau au niveau de l'application mobile, la même appétence, la même connaissance. Et donc, il a fallu les impliquer et mettre en place un test autour d'un prototype de la solution. Par rapport à ce prototype, le besoin était en soi très simple, hein. Ils souhaitaient dématérialiser des process existants qui étaient principalement sur papier. Et le souci, c'est que forcément, ça représentait un traitement chronophage des interventions. Et donc, pour faciliter cette création de rapports sur le terrain et puis surtout pour pouvoir se synchroniser, on a imaginé donc ce prototype avec la possibilité de synchroniser donc la gestion des stocks, la commande de pièces pour pouvoir intervenir lors de la réparation. Le point étant que ces techniciens sont en mobilité, donc quotidienne, et ils ont leur véhicule, ils se déplacent, interviennent de chantier en chantier. Et donc, il fallait que ça soit le plus facile et simplement utilisable pour eux. Donc, il ne fallait pas qu'ils se posent des questions et qu'ils puissent interagir de manière le plus rapidement possible. On a échangé avec eux, on a travaillé, on a développé, on a fait des retours. Et aujourd'hui, l'application, elle a été donc finalisée il y a plusieurs mois déjà. Et elle est en service auprès actuellement de 150 techniciens qui se déplacent dans toute la France avec leur iPad et qui interviennent avec la géolocalisation et qui interviennent donc pour réaliser les interventions sur chantier. Justement, par rapport à ça, je vous propose moi, de découvrir un petit témoignage d'un de nos clients, donc Eric Ra, qui est responsable de ce projet chez Accès Industrie, qui va nous expliquer dans cette vidéo comment ce projet a été mis en œuvre. Et je laisse la parole du coup à ce monsieur.
Flex Industrie est un loueur de nacelles élévatrices et chariot industriel, présent partout en France avec un réseau de 37 agences. 500 collaborateurs derrière travaillent pour fournir le matériel dans le meilleur état et satisfaire toute la partie commerciale. Actuellement, lorsque l'on loue nos machines, malheureusement pour nous, elles tombent en panne et nos techniciens interviennent. Donc c'est plus d'une centaine de personnes qui interviennent derrière. Depuis le début de l'année, on en est à plus de 5000 interventions, dont 4000 où on déclenche un de nos techniciens. À traiter avec cette volumétrie, ça devient de plus en plus énergivore. Donc il a fallu qu'on trouve vraiment une solution afin que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. D'où la notion d'une application mobile. Pour écrire ce cahier des charges, déjà dans un premier temps, on s'est déplacé avec José chez Inflexis pour parler déjà de notre projet, des problématiques que l'on avait dans les grandes lignes, afin de pouvoir savoir finalement dans ce cahier des charges qu'est-ce qu'il fallait qu'on y mette, jusqu'à quel niveau d'information il fallait qu'on intègre à l'intérieur. Suite à cette écriture du cahier des charges qui a été donc envoyée aux équipes d'Inflexis, Inflexis nous a fait un retour avec un maquettage avec justement toutes les grandes étapes dans cette application. On a fait quelques échanges, la production vraiment de ces maquettes a été rapide. Ensuite, moi je les ai utilisées en les montrant justement à des utilisateurs finaux pour voir ce qu'ils en pensaient. Et là, ils ont pu vraiment se projeter grâce au maquettage. L'avantage, c'est qu'il y avait un peu d'interactivité dedans, donc c'était très intéressant et facile à leur montrer. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est pour quand. Voilà. Ça veut dire que on était vraiment sur la bonne voie, que ce qu'on était en train de demander, ça répondait pleinement déjà à leurs problématiques. Un choix qui a été très judicieux pour le déroulement du projet a été de lancer une première application la plus simple possible avec le minimum de fonctionnalités qui répondait le plus possible aux besoins initiaux, ce qui nous a fait gagner du temps dans la réalisation. L'autre avantage aussi a été de fournir un prototype aux utilisateurs finaux dès le départ avec une maquette dynamique qui leur a permis de pouvoir se projeter et d'adhérer directement au projet. La prochaine étape est la mise en recette donc, de l'application. Et donc cette partie recette va nous permettre de valider définitivement l'application et de pouvoir directement la mettre en production. Phase de mise en production prévue pour mi-octobre, en tout cas on l'espère. Comme vous pouvez l'entendre, ça a été mis en octobre en place. Donc, ça fait bien plus de 6 mois maintenant. En résumé, ce qui est important de retenir dans le projet, c'est surtout la méthodologie qui a été mise en place pour assurer les besoins utilisateurs et s'assurer que toutes les contraintes techniques étaient maîtrisées pour mener à bien le projet. Pour chaque étape, il y a une phase de validation et de confrontation avec le terrain pour s'assurer qu'on allait dans la bonne direction et qu'on n'allait pas développer des choses qui n'allaient pas être utilisées. Donc, on a pu construire ensemble d'abord un cahier des charges solide pour mettre en avant les besoins techniques, les besoins terrain et pouvoir co-construire ensemble ce cahier des charges pour qu'il réponde au mieux à la demande. Grâce à ce cahier des charges, on a pu du coup le traduire en prototype, donc d'abord wireframe, donc c'est-à-dire en simplifiant les interfaces et en montrant simplement l'architecture des pages et les étapes par lesquelles allait passer l'utilisateur, puis en designant les pages, en ajoutant les couleurs et les interactions, pour vraiment avoir un prototype presque réel, pour pouvoir, une fois de plus, le confronter aux utilisateurs et pouvoir avoir leur avis métier, leur retour assez rapidement pour ajuster les maquettes et pouvoir mettre en évidence les problèmes qu'il pouvait y avoir. À cette étape, les retours utilisateurs étaient vraiment précieux pour gagner du temps sur la phase de développement et pouvoir avoir des échanges rapides comme ça. En tant que designer, on ne peut pas avoir l'expertise métier, on n'est pas toujours sur le terrain avec les utilisateurs.
Donc, c'est important d'avoir le retour et de pouvoir ajuster comme ça rapidement. Donc, une fois qu'on a bien défini le périmètre fonctionnel, que les maquettes sont validées avec le client, avec les utilisateurs, on peut ensuite passer à la phase de développement du coup d'un MVP, donc en ciblant sur les fonctions principales et en optimisant du coup le développement pour avoir rapidement une application testable par l'utilisateur et qu'on peut mettre à l'épreuve du terrain. Une fois de plus, du coup, à cette étape, les utilisateurs et les clients sont régulièrement sollicités pour tester les fonctionnalités qui sont développées, donc par étape. Et du coup, on peut faire des allers-retours et ajuster également à ces moments-là pour avoir rapidement une application viable et qui répond aux besoins le plus précisément possible. Et finalement, ce travail de développement et de définition de l'application amène du coup à la phase de mise en production, donc qui a été faite en octobre dernier, et qui permet de mettre en service l'application la plus simple possible et pouvoir ensuite recueillir les avis après une plus longue durée et pouvoir l'utiliser l'application dans la vraie vie. Cette application tablette a eu plusieurs bénéfices pour Accès Industrie. Ça a permis de synchroniser la gestion des stocks, d'agir plus vite sur les interventions et de manière plus complète, c'est-à-dire en complétant un rapport d'intervention avec des photos, des commentaires, avoir accès à une documentation technique. Donc, ça a permis d'ajouter vraiment une plus-value au métier et de récolter des données complémentaires sur les temps d'intervention, également sur la partie commerciale. Donc, c'est vraiment une solution qui a été vérifiée et qui répond aujourd'hui aux attentes d'Accès Industrie. Donc, cette phase de production pourra amener ensuite à des évolutions, à l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Une fois qu'on aura vérifié vraiment toutes les fonctionnalités de base, on pourra en rajouter de nouvelles et la faire évoluer dans le bon sens. Vincent, si tu veux poursuivre du coup sur le cas Simesis. Mince, pardon, j'avais oublié mon micro. Merci, Hélène. Donc, on a un autre exemple à vous présenter de manière à toujours être plus concret avec ces notions de POC, MVP, prototype. On a récemment conçu un POC puis un MVP pour une solution de gestion d'inspection d'infrastructures industrielles qui s'appelle Evolis pour la société Simesis. Et nous l'avons mis entre les mains d'inspecteurs en situation sur une plateforme pétrolière. Cette fois, c'est Vincent qui va pouvoir nous présenter ce cas qu'il connaît plus particulièrement. Voilà, donc Simesis est une société spécialisée dans l'inspection et la maintenance d'infrastructures industrielles pétrochimiques et en particulier des plateformes pétrolières et gazières. Ils souhaitaient entrer dans une phase de digitalisation. Le but était d'optimiser le processus d'inspection qui se faisait jusqu'à présent sur papier, avec des appareils photo numériques ou des téléphones portables pour prendre les photos, et donc ainsi améliorer l'efficacité opérationnelle des intervenants, des inspecteurs. Le but était aussi de proposer une solution unique pour l'ensemble des acteurs et des intervenants, à savoir les inspecteurs et leurs superviseurs, et une solution unique qui se concrétise par une application back-office web et une application tablette. Un autre objectif était d'améliorer la gestion dynamique des données, c'est-à-dire de pouvoir avoir un traitement des informations de chaque inspection qui soit plus efficace, avec un suivi, puisque on traitait l'information du départ jusqu'à l'arrivée et qu'elle était remontée ensuite dans le système d'information de la société, avec un meilleur suivi. Donc, dans ces conditions, le MVP qui a été proposé avait plusieurs objectifs majeurs qui étaient
réduire le temps passé sur les rapports, puisque c'est là que les inspecteurs passaient le plus de temps, plus que sur l'inspection en elle-même, et d'améliorer la qualité de ces rapports en fiabilisant les données et en normalisant ces rapports. Donc la solution qui a été proposée par Inflexis comprenait une application sur une tablette durcie, puisqu'on est dans des environnements industriels, il faut des tablettes et du matériel particulier, et une application desktop pour le back-office. Étant donné le contexte d'utilisation et les contraintes liées à l'environnement d'utilisation, il fallait pouvoir rapidement tester sur site une version minimum de l'application. Sur ce projet, Olivier Champarneau, qui ne pouvait pas se libérer aujourd'hui, mais qui va nous expliquer comment ce projet s'est déroulé au travers d'une vidéo que nous allons visionner, qui va pouvoir nous présenter son témoignage avant de préciser un peu plus les choses. Olivier Champarneau est directeur de projet et cofondateur d'Inflexis. Il a pris en charge, dès le début, le projet Evolis, une solution de gestion des inspections d'infrastructures industrielles. Le projet Evolis a démarré à partir d'un besoin exprimé par Yann Macorito, que nous avons rencontré, qui est spécialiste dans le domaine des inspections de plateformes pétrolières et gazières. L'idée première était de disposer sur un terminal Android d'une application qui permettait de pointer lors de l'inspection le lieu d'un défaut et de pouvoir y adjoindre un tag positionné directement sur le plan. Donc nous avons commencé par une étude de faisabilité technique réalisée sous forme d'un POC, d'un Proof of Concept. En parallèle de cela, le parcours utilisateur de l'interface tablette et de l'interface d'administration a été défini. Une maquette dynamique a été construite. Ainsi, nous avons pu faire la démonstration par la maquette dynamique et par la faisabilité technique que la solution était envisageable. Elle a été présentée au client qui a validé le fait de développer une application de type expérimentation qui a été mise en place quelques mois plus tard. Cette expérimentation s'est déroulée pendant 1 mois et a permis ensuite de valider la solution sur site et de pouvoir à ce moment-là se lancer sur la première version de l'application qui a été installée chez ce même client en production. La première rencontre avec notre client était en août 2019. 1 mois après, nous avions la faisabilité technique et la maquette dynamique. Nous sommes lancés ensuite au mois de novembre dans le développement de l'application prototype qui a permis de mener au mois de février 2020 cette étape d'expérimentation directement sur site. La version 1 a été développée entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2020 et sa mise en production a été menée au mois de novembre. Ensuite, à partir du mois de décembre, la seconde version de l'application a été commencée et va se terminer au mois de juin pour être déployée au mois de septembre de cette même année 2021. Comme tous les projets que nous menons depuis de nombreuses années, nous assurons le développement d'Evolis sous forme de sprints successifs d'une durée de 2 à 3 semaines et à la fin de chacun des sprints, nous avons une version avec des fonctionnalités additionnelles qui sont validées et qui sont ensuite recettées par la maîtrise d'ouvrage. Les échanges avec la maîtrise d'ouvrage, donc Yann Macorito, sont très nombreuses. Donc en amont du sprint pour définir le périmètre du sprint. Pendant le sprint, nous avons des relations également pratiquement quotidiennes sous forme téléphonique Teams ou par messagerie instantanée. À la fin du sprint, nous faisons une démonstration de la version finalisée qu'il a ensuite la possibilité de valider sur une plateforme dédiée. L'équipe est constituée d'une part du Product Owner qui est externe à notre entreprise, qui représente la maîtrise d'ouvrage. Et en interne, nous avons un Product Owner délégué qui est également le responsable projet. Et l'équipe de développement est constituée d'un référent technique qui assure également une partie du développement, d'une équipe de développement qui est constituée de 4 à 6 personnes en fonction des besoins,
d'une équipe qualité également qui est constituée de 1 ou 2 personnes et d'une compétence parcours utilisateur et design qui assure en amont le maquettage de toutes les pages et qui également valide lorsque l'application est terminée ou quand la fonction est terminée, qui valide que les pages sont bien conformes à ce qui était attendu. Les recommandations que l'on pourrait donner sont d'une part d'avoir déjà défini un process d'inspection qui existerait sous forme papier, ce serait l'idéal, d'avoir également des données qui soient organisées afin que l'on puisse les traiter au niveau de la plateforme, et puis de ne pas se lancer dans la réalisation d'une première application qui fera absolument tout, mais de commencer par une première étape de type prototype qui permettra d'engager les utilisateurs, et puis de valider également le besoin et le processus d'inspection, par exemple, et d'aller plus loin ensuite en développant une première version qui contiendra uniquement les fonctionnalités minimales attendues pour ensuite avoir des incréments de version qui permettront d'atteindre l'objectif définitif. Voilà, donc lors du test qui a été réalisé sur site, les inspecteurs ont pu s'approprier l'application et voir les bénéfices que la solution pouvait leur apporter, mais aussi participer plus directement en suggérant des améliorations liées aux contraintes de leur environnement de travail, car ce sont eux les futurs utilisateurs et ils ont la connaissance métier que les développeurs n'ont pas. Avec le MVP de l'application tablette, nous avions également associé un prototype de l'application back-office pour permettre aux utilisateurs de bien comprendre comment les tâches de validation s'articulaient. À ce stade, il n'y avait aucun échange de données possible entre les deux applications, mais ça permettait de concrétiser les interfaces et de valider l'ensemble du processus métier. Concrètement sur le terrain, le test sur site a provoqué un véritable engouement pour l'application de la part des utilisateurs parce qu'ils en ont très vite vu le bénéfice. Pour l'anecdote, les inspecteurs qui travaillent sur différentes plateformes qui ont pu utiliser l'application sont un peu réticents à aller travailler sur des plateformes qui sont restées avec des inspections papier. D'autre part, en étant à l'écoute des remontées des utilisateurs, justement, et en réagissant rapidement sur des demandes d'évolution qui sont formulées par ces mêmes utilisateurs, eh ben, on peut maintenir leur engagement sur la durée vis-à-vis de notre solution. Pour la solution Evolis, des bénéfices ont été remarqués assez rapidement, puisqu'on a remarqué qu'il y avait un gain de temps sur l'ensemble d'une inspection qui était d'environ 40%, basé essentiellement sur le temps de rédaction des rapports. Et puis, on a vu que la qualité de ces mêmes rapports était améliorée, puisque l'outil permettait aux utilisateurs, par exemple, de prendre beaucoup plus de photos, notamment, ce qu'ils n'osaient pas faire parce que c'était compliqué à intégrer par la suite dans leur rapport, alors qu'avec une application sur tablette et la facilité d'utilisation, le nombre de photos prises a été multiplié par 10 par ces mêmes inspecteurs. D'accord. On a donc vu deux cas d'usage qui sont très parlants, là, Accès Industrie et puis Simesis Evolis. Ces approches, comme on l'a vu, ont l'avantage d'impliquer les utilisateurs très tôt dans le projet, dans la réflexion. En quoi est-ce essentiel, Yélène? J'aimerais insister sur le fait que ces projets ont été possibles parce que le besoin a été bien cadré. L'un des problèmes qu'on constate souvent avec nos clients, c'est qu'ils arrivent avec un cahier des charges trop exhaustif, avec trop d'informations, un peu comme une liste au Père Noël de tout ce qu'ils aimeraient. Et nous, notre rôle, du coup, ça va être de vraiment identifier quels sont les besoins majeurs à répondre avec la solution. Et finalement, trouver la solution numérique qui répondra
le plus simplement possible aux problèmes identifiés. Donc, les approches de prototype, le POC, le MVP permettent d'impliquer les utilisateurs et de vérifier que les besoins identifiés sont réels et que la solution développée aura vraiment une valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux. Ce qui est important de noter également, c'est que ces trois démarches de conception permettent également une conception plus responsable. Donc, on parle d'éco-conception, qui permet vraiment de cibler sur les fonctionnalités majeures, d'éviter les superflus et de faire des économies de moyens et des économies d'énergie pour mettre en place une solution fonctionnelle. Donc, ça nécessite toujours d'impliquer les futurs utilisateurs très tôt dans la réflexion et notamment les faire participer à des ateliers de cadrage. C'est une prestation qu'on propose chez Inflexis et qui fonctionne et qu'on propose de plus en plus pour essayer d'identifier les problèmes majeurs sans trop s'éloigner des problématiques terrain. Donc, je vais laisser Marine présenter en quelques mots ce que comprend cette prestation et en quoi c'est important et ça fait ses preuves pour le développement d'applications. Ouais, effectivement, je vais un petit peu plus vous présenter ces ateliers-là. Pour résumer, les ateliers de cadrage, ce sont des ateliers de co-création qui vont nous permettre, avec les clients, en fait, de concevoir rapidement cette notion de temps. C'est assez intéressant sur les ateliers, mais c'est effectivement de concevoir rapidement la solution qui sera en fait par défaut une solution qui sera pertinente. Je vais vous expliquer un petit peu par la suite pourquoi. Économique aussi et qui va garantir ce dont parlait Hélène, effectivement une certaine sobriété parce qu'on va faire des choix pendant cet atelier. En fait, ces ateliers-là, ils ont une méthodologie qui va s'inspirer quand même pas mal de l'approche design thinking. Et l'intérêt aussi, c'est de réunir vraiment toutes les parties prenantes du projet. Donc, à la fois les porteurs de projet, les décideurs, les utilisateurs de la future application et nous également, on va également participer à ces ateliers-là. Il va y avoir des membres de nos équipes techniques. Et donc, en fait, en général, c'est vrai qu'on recommande plutôt de ne pas dépasser, on va dire, 9 à 10 personnes pour les ateliers pour que tout le monde ait le temps de pouvoir, tout le monde puisse s'exprimer du moins, mais aussi quand même avoir une certaine diversité des participants. C'est ce qui va être intéressant, c'est effectivement d'avoir potentiellement les futurs utilisateurs de la solution autour de la table. L'autre intérêt en fait de ces ateliers de cadrage, c'est qu'on va pas que faire de l'idéation, de la créativité, on va aussi s'appuyer sur les contraintes existantes du projet, tout ce qui va être notion de budget, de planning, les ressources disponibles, ça va être, ces notions-là en fait, on va les intégrer dans l'atelier et on va définir ce qu'on va appeler un terrain de jeu qui va permettre en fait justement d'être créatif, mais quand même avoir des bases en fait, un cadre justement pour cette réflexion et pour essayer de travailler, on va dire, de la manière la plus efficace en peu de temps. Et effectivement, donc en parlant de temps, la spécificité de ces ateliers, ça va être aussi le timing, parce que en général, on va réaliser ces ateliers-là sur une journée et demie pour pouvoir arriver à un premier dimensionnement de la solution. Donc, comment ça va s'organiser cette journée-là et demie, c'est on va travailler en fait avec les participants sur un enchaînement d'activités de créativité ou de prise de décision qui vont être chronométrées. Donc, ça peut paraître un petit peu stressant au premier abord, cette notion de timing un peu serré. Mais en fait, il faut savoir que la réflexion sous contrainte, elle va permettre de stimuler la créativité des participants. Parce qu'ils vont être forcés d'une certaine manière à se concentrer sur les problématiques essentielles et du coup ils vont peut-être pouvoir aller plus loin sur ces problématiques-là.
D'un autre côté, en fait, il faut savoir que nous, chez Inflexis, on va intervenir en tant que facilitateur, enfin facilitatrice avec Hélène, pour pouvoir en fait guider les participants tout au long de l'atelier. Voilà, même s'il y a un temps restreint, on est quand même là pour suivre une ligne des étapes en fait dans cette méthodologie pour arriver à la solution finale. Donc, pour ces étapes-là, on a 2 phases par lesquelles on passe. La première, c'est donc l'analyse de l'existant. Donc ça permet de prendre en compte en fait l'expérience actuelle qui va être vécue par tous les participants et ça va nous permettre également de détecter les problématiques à résoudre. Donc par là, j'entends qu'on va détailler le profil des utilisateurs, on va réaliser les personas, on va aussi détailler leur parcours actuel, l'expérience qu'ils vivent, donc, et potentiellement ce qui va nous intéresser, ça va être les points de friction qu'ils rencontrent ou même les bonnes pratiques à conserver de leur expérience actuelle. Et dans une seconde phase, donc ça se fait plutôt l'après-midi, la demi-journée restante, on va travailler sur la créativité. Donc, une fois qu'on a ces points de friction, on a les problématiques qui ont été relevées, on va travailler sur la solution. Donc, on va imaginer avec les participants un maximum de solutions pour ces problématiques-là. On va les prioriser. Et puis, on va prendre des décisions collégiales parce que là est l'intérêt aussi de l'atelier, mais j'y reviendrai un petit peu par la suite, c'est effectivement d'avoir tout le monde autour de la table pour pouvoir faire des compromis et prendre des décisions ensemble. Et donc, à la fin de cet atelier, on va être en capacité, tous, que ce soit le client, nous, chez Inflexis, de visualiser un premier dimensionnement de la solution idéale. Alors Marine, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de mise en œuvre d'atelier avec les bénéfices que ça a apporté à l'entreprise, une entreprise dans le secteur industriel si possible? Oui. Oui, je voulais parler de l'exemple CIMAT parce que je trouvais qu'il y avait plusieurs points intéressants à noter là-dessus. C'est un atelier en fait qu'on a fait donc avec cette entreprise-là qui est une entreprise de maintenance d'emballage industriel. Et donc ils ont fait le choix de réaliser un atelier de cadrage avec nous dans le but de cerner leurs besoins. Et gagner du temps aussi sur l'écriture du cahier des charges, être plus précis, en fait, plus percutant sur en fait, la liste des fonctionnalités à mettre en place pour leur solution. Donc, effectivement, les enjeux de cet atelier, c'était de cerner rapidement en fait, le périmètre de la solution et donc d'identifier en fait, les freins éventuels du projet, mais il y avait aussi une notion un peu plus business qui permettait en fait cet atelier-là, ça pouvait convaincre le reste du groupe FOCLEB donc à investir dans cette innovation et ceci donc avec une enveloppe réduite, c'est-à-dire qu'en fait c'était une sorte d'argument. Ça pouvait aider en fait à l'argumentation auprès du groupe, dans le sens où en fait CIMAT a réussi via cet atelier à avancer petit à petit sur le projet en impliquant vraiment tous les utilisateurs sans trop risquer en fait, sans trop mettre des billes, sans trop s'avancer en fait sur le projet. C'était vraiment quelque chose qui leur a permis de détecter en fait les problématiques majeures en peu de temps. Donc, c'était assez intéressant, en fait, à avancer auprès de leur groupe. Si je dois un petit peu faire un bilan de cet atelier et pourquoi je voulais le prendre en exemple, c'est que en fait, il y a plusieurs points intéressants, je trouve. Dans un premier temps, Yélène en parlait tout à l'heure par rapport à d'autres outils également, mais c'est vrai qu'il l'atelier, ça permet vraiment d'identifier toutes les personnes qui vont être impliquées dans l'expérience utilisateur et ça permet assez rapidement de visualiser leur parcours actuel, l'expérience utilisateur actuelle, on va dire, leur expérience qu'ils vivent au quotidien dans leur travail. Et donc, du coup, effectivement, ça nous permet d'identifier ces choses-là, mais quand je dis nous, j'entends vraiment Inflexis, mais aussi le client. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un retour qu'ils nous ont fait, c'est que le fait juste de rassembler en fait toutes ces personnes-là, tous les techniciens, tous les corps de métier autour d'une table pour une occasion, c'était quelque chose d'assez rare
en tout cas dans leur process, parce qu'ils ont des contraintes d'emploi du temps, ce qui est tout à fait normal. Mais effectivement, c'est vrai que l'atelier, ça a cet avantage-là, c'est de pouvoir partager des informations sans vraiment d'intermédiaire. Il n'y a plus forcément d'échange de mails. On peut aller on peut avancer très rapidement sur des sujets parce qu'on a tout le monde autour de la table. Il y a aussi le fait que cet atelier, en termes de bénéfices, c'est vrai que ça a permis aux participants de qualifier leurs besoins et aussi de prioriser les solutions. Mais d'une certaine manière, c'est vrai que habituellement, si on demande à chaque utilisateur ce qu'il considère comme prioritaire, il va quand même mettre en première position les fonctionnalités, les solutions qui vont plutôt dans leur intérêt. Et donc, le fait d'avoir toutes ces personnes autour de la table, c'est vrai que pour prioriser les fonctionnalités, forcément, ils vont en fait prendre en compte à la fois les contraintes du terrain de jeu, donc les contraintes de budget et de planning, mais aussi ils vont plus prendre en compte l'intérêt général que l'intérêt personnel finalement. Et pour le dernier point que je voulais noter, c'était que cet atelier-là était assez intéressant parce que, en fait, ça a permis, le fait de faire un atelier, ça a permis de mettre le doigt assez rapidement sur en fait, les moyens techniques, humains et financiers sur lesquels reposait le projet, avec lesquels on allait devoir composer pour imaginer la solution, pour essayer de concevoir quelle approche on va adopter pour mettre en place cette solution-là. Et donc, c'est vrai que même si habituellement on va avoir des échanges, que ce soit entre Inflexis et le client, on va beaucoup échanger sur le périmètre du projet. En fait, il y a très souvent, notamment sur des projets d'envergure, il y a tellement d'informations à noter. Et puis, c'est vrai que quand on a le nez dans le projet, des fois, on peut oublier des choses, qu'il se peut qu'il y ait des informations assez importantes qui peuvent passer à la trappe. Et donc, dans ce cas-là de l'atelier, c'est vrai que on a réussi à mettre en lumière des problématiques de sécurité, par exemple, de sécurité des données, de propriété des données, qui allaient forcément avoir un impact sur la solution, parce que ces données-là, elles allaient circuler entre les utilisateurs sur la solution. Et effectivement, on a pu relever un problème de propriété des données qui, ensuite, a influencé notre approche, a façonné notre approche sur comment la solution devait être construite, comment elle allait répondre aux besoins utilisateurs, tout en contournant cette problématique technique. Donc, pour résumer, en fait, il y a certains sujets qui peuvent paraître anecdotiques quand on veut un peu briefer à des prestataires notre projet, mais lorsque, en fait, on fait un atelier de cadrage, eh bien, on peut rapidement en fait mettre le doigt dessus et se rendre compte qu'en fait ces problématiques-là, elles sont capitales et elles vont influencer l'approche globale du projet. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt vous recommander cet outil-là de l'atelier, parce que c'est quelque chose de très efficace pour avancer sur un projet, on va dire sereinement, un projet de digitalisation. Donc, en ayant traité en fait tous les sujets sensibles et assez rapidement. Merci Marine. J'ai mis dans le chat un lien vers plus d'informations si vous le souhaitez sur ces ateliers. On arrive à la fin de ce meet-up. Si je dois résumer ce qui a été dit, on pourrait simplement dire que pour mettre en œuvre une solution digitale dans le secteur industriel notamment, peut-être dans d'autres secteurs aussi, il est important de procéder par étapes, comme on l'a vu, en commençant par cadrer le besoin, puis en mettant en place une expérimentation et en procédant ensuite par itération, dans le cadre de la démarche agile, par exemple, que nous pratiquons ici chez Inflexis. Un deuxième facteur clé, c'est d'intégrer les utilisateurs très tôt dans la réflexion, comme ont insisté dessus Hélène et Marine, notamment en les faisant participer à un atelier de cadrage fonctionnel pour permettre de déceler au mieux et le plus tôt possible les problématiques essentielles à résoudre et écarter le superflu. Selon le contexte de l'entreprise, on va pouvoir décider de partir sur un prototype, sur un POC ou sur un MVP pour aller rapidement de l'idée au produit, pour minimiser les risques
notamment celui de se lancer dans des développements très longs et coûteux et qui ne répondraient pas au final aux besoins des utilisateurs. Et enfin, un quatrième facteur clé serait de recueillir la perception des utilisateurs pour valider les choix à chaque étape du projet, donc qu'ils soient inclus et questionnés, interrogés à chaque étape du projet. En plus de favoriser l'appropriation et de cultiver l'engagement des utilisateurs en allant crescendo dans le projet, cette façon de procéder s'inscrit, comme on l'a indiqué, comme Hélène en a parlé notamment, dans une démarche numérique responsable d'éco-conception, dont le principe est d'aller à l'essentiel et de répondre aux besoins et non à des envies. Voilà, je vais juste partager dans le chat un article que nous avons écrit sur le sujet de la conception numérique responsable, si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Et de toute façon, on reste disponible pour... je crois que je me suis trompée de lien. Ah non, c'est bon. Si vous souhaitez en savoir plus, on pourra échanger sur le sujet. Il y a eu très peu de questions là pendant ce meet-up. Les gens sont très sages. Je suppose qu'ils sont tous d'accord avec ce que nous avons évoqué. De toute façon, on est un peu débordé sur le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous à l'issue de ce meet-up. Vous allez recevoir dans les minutes qui suivent le replay. Donc, vous pouvez le regarder. J'ai mis aussi un certain nombre de liens dans le chat qui vous permettront d'approfondir les différents sujets. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur le site, vous inscrire à la newsletter par exemple, ou sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre groupe Meetup pour être prévenu de nos prochains événements. Je vais mettre aussi le lien dans le chat. Voilà qui est fait. Ah, il y a une question, peut-être, je n'avais pas vu. J'allais conclure ce meet-up un peu rapidement. Question de Carole. Voilà. Effectivement, oui, Carole, tout à fait. Ça nous invite à échanger avec nous. On va pouvoir, je pense, discuter de votre projet ensemble et voir comment on peut vous aider dans la concrétisation de ce projet, notamment en fonction des ressources disponibles et de ce que ça va représenter, surtout d'un point de vue technique et usage. On dispose notamment, je ne l'ai pas signalé pendant ce meet-up, mais j'aurais pu le faire, d'outils pour vous aider à concevoir un cahier des charges, des checklists, un configurateur également. Donc, tous ces outils-là pourront vous être fournis à la demande. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire pendant ce meet-up. Merci de votre participation et de votre venue aujourd'hui à cet événement. Restons en contact parce que nous allons préparer le planning de la rentrée et donc nous le publierons sur la plateforme Meetup et nous serons ravis de vous accueillir à nouveau dès le mois de septembre avec un programme intéressant. Si vous avez des sujets d'ailleurs que vous souhaiteriez que nous évoquions, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer des informations via la plateforme Meetup sur ces sujets. Et nous vous souhaitons de très bonnes vacances et nous vous disons à bientôt pour de nouveaux sujets et nouveaux meet-up à venir. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci à vous.